Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Salut Ludo. Hello Guillaume. Quel plaisir de te voir, en plus sous ce beau soleil. Ouais, gros soleil. Nous, il est à peine 8h, donc on commence juste la journée. Déjà sur le pont. Voilà, déjà sur le pont. On fait une bonne nuit de récupération. Combien d'heures de sommeil? Je sais pas, ça doit faire... Bon, je suis levé depuis 6h, mais ouais, un bon 8-9 heures, quoi. Donc c'est bien. Ah, pas mal. T'es prêt à réattaquer aujourd'hui, repartir pour une boucle? Non, pas trop. Enfin, musculairement, je serais prêt à rattaquer, mais c'est plutôt là des grosses ampoules en fait sur les talons qui me limiteraient un peu, mais la récupération est plutôt pas mal, quoi. Et psychologiquement, mentalement, j'imagine que t'es au top. Bah, c'est toujours pareil, quand une course se passe bien et qu'on réussit une course, on récupère toujours plus vite, quoi. Et mentalement et physiquement, ça va ensemble. Je crois qu'il y a beaucoup de connexions entre les deux. Ludo, on enregistre cet épisode le 14 juillet, et je suis sûr que tu le savais, mais le 14 juillet 1880, la devise Liberté, Égalité, Fraternité apparaissait sur les frontons des institutions publiques françaises. Je pense qu'on peut légitimement exiger aujourd'hui que ce soit la devise Liberté, Égalité, Ludovic Pommeret, qui soit désormais sur toutes les institutions françaises, au moins pour la journée. Tu m'accordes ce plaisir et tu nous accordes ce plaisir? Ok, pas de problème. On va aller faire tout à l'heure la remise des prix. On va peut-être pas être aussi patriotiques qu'ils le sont. En fait, on était là le 4 juillet pour les fêtes américaines. Et voilà, bon, on n'a même pas de drapeau pour amener sur la remise des prix, quoi. Tout super. Est-ce que tu es au courant d'ailleurs de l'actualité américaine de la nuit? Là, tu as suivi cette histoire? Donald Trump, qui a une tentative d'assassinat de Donald Trump. Qui a eu des coups de feu, ça j'ai entendu, ouais. Ouais, exactement, il a été blessé à l'oreille. J'ai pas suivi, mais c'est Lucie, la copine de Grégoire Kermer, qui nous a informé de ça, quoi. C'est vrai que tu es un petit peu déconnecté du monde, sinon. J'imagine, j'imagine, dans ta bulle. Ludo, je voudrais qu'on rembobine un tout petit peu le temps. Est-ce que tu avais fait la préparation que tu voulais pour cette hard rock? Tu es arrivé dans les meilleures dispositions possibles, tu penses? Alors avant d'arriver ici, c'était pas la préparation complètement que je voulais en fait. Disons que c'était mon objectif quand même principal de la saison. Donc le fait d'avoir été blessé en ski alpinisme avait perturbé en tout cas ce que je pensais ma préparation. Au final, peut-être que ça a été bénéfique d'avoir un petit peu de repos au milieu de la saison. Donc avant d'arriver ici, peut-être pas forcément. Par contre, quand je suis arrivé ici, je suis venu seul en fait, jusqu'à ce que Céline vienne 10 jours avant la course, un peu moins. Toi, t'es arrivé combien de temps avant, Ludo? Moi, je suis arrivé le 14 juin, donc pratiquement un mois avant. Et du coup là, vu que j'étais seul, j'étais 100% dédié à la pratique et à la préparation de la course. Donc la préparation, c'est ce que je voulais faire. J'avais dit à mon coach, je vais faire une fois la hard rock en reco avec sac à dos, tente et puis autonomie. Et une fois, je la ferai après avec Camille Brouillat et Marianne Hogan qui venaient sur place aussi. Donc le but c'était ça, c'était 2 recos qu'ils appellent soft rock ici, quand c'est en 4 étapes. Soft rock, plus facile que l'hard rock normalement. Au final, medium rock en 2 jours aussi. En 2 étapes. Non, mais voilà, c'est en étapes. Après, je sais pas si c'est vraiment 4, mais c'est le découpage un peu logique en fait sur cette course, de découper en 4 parties, quoi. Et toi, psychologiquement, ça t'aide? C'est un vrai bénéfice pour toi? Oui, alors déjà bénéfice en fait sur la connaissance du parcours. J'avais pas besoin de mettre de track GPS. Alors j'ai une montre qui le fait bien, mais voilà, je l'ai même pas allumé. Et je connaissais vraiment quand même bien le parcours. Quand est-ce que je gardais les bâtons, que je devais pas les replier parce que voilà, il y a une partie j'allais juste m'en servir après. Donc une bonne connaissance de ça et puis de l'acclimatation, hein. Tout le monde sait que c'est une course qui se déroule en altitude, on passe point culminant à presque 4003, altitude moyenne vers 3005. Donc c'est une course où le paramètre altitude est à prendre en compte et je pense que c'est important de venir sur place pour faire cette acclimatation. Tu avais un peu goûté déjà l'année dernière avec Aurélien Dunan-Palace que tu avais pacé sur la deuxième partie de la course. Ça avait été ta première expérience sur les sentiers de la hard rock à l'époque?
Ouais, c'est ça. Donc l'année dernière, alors donc la hard rock, ça tourne une année dans un sens, une année dans l'autre. Donc l'année dernière, du coup, c'était dans l'autre sens avec Aurélien. Et oui, j'avais fait le pacing sur les 70 derniers kilomètres. Donc je connaissais le profil, même si au final je connaissais pas grand-chose de la course, puisque c'était quasiment que de nuit. Mais voilà, les reconnaissances m'ont permis de découvrir le parcours et de le voir changer en fait, parce que j'ai fait du coup 2 recos, voire presque 3 en fait au final. Le terrain a changé en fait de jour en jour quoi. La première, j'étais souvent dans la neige, après tout a disparu. Enfin voilà, c'est les paysages et les chemins qui ont changé au fur et à mesure. Ton sentiment là sur le parcours, sur cette version-là? C'est un parcours qui est hyper varié en fait. C'est qu'on peut avoir des parties qui sont super roulantes, notamment dans ce sens-là. On a un 15 bornes de piste voilà, où il faut dérouler un petit peu, quoi, plutôt en descente, enfin, même bien descendant. Il y a eu des parties qui sont assez techniques quand même. Globalement, je dirais que parce qu'on m'a posé la question, ça se situe un petit peu entre un UTMB et une Diag au niveau difficulté de parcours, on va dire. Et ton ressenti sur l'altitude? Bah, ressenti sur l'altitude, ma première soft rock a été, était vraiment compliqué. Je dis ouais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais quoi. Pas du tout soft. Et ouais, et puis j'étais pas hyper confiant en fait jusqu'au dernier entraînement que j'ai fait avec justement avec Arthur, Jérémy, mes pacers, mais Céline aussi faisait la crew où voilà, on allait faire un peu une rando trail sur un des plus beaux lacs, Island Lake, où tu as sûrement vu des images sur cette partie-là qui est vraiment un beau lac de montagne. Et là, on s'est mis voilà un petit peu une petite dose pendant un quart d'heure en fait et, pour terminer à 4000 et ça répondait pas trop mal donc voilà un petit peu plus confiant là sur cette partie-là. Tu viens de parler d'Arthur et Jérémy et puis de Céline, ta femme. Quand est-ce que l'équipe s'est montée? Quand est-ce que tu as formulé l'envie d'avoir notamment ces pacers de luxe avec toi? Ah bah, quand j'ai eu la réponse en fait de la loterie favorable, euh, enfin voilà, nous on a déjà parlé avec Arthur, Jérémy, voilà c'est quelqu'un avec qui je m'entraîne beaucoup chez moi parce qu'il habite juste à côté de chez moi. En montagne, c'est un peu compliqué, j'ai deux chez moi. Et puis il m'avait déjà PC en fait sur la western. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a envie de partager voilà avec aussi des copains, c'est pas que la course, c'est tout ce qu'il y a autour, la préparation, l'après-course et puis évidemment les moments en course même si j'ai pas été tellement bavard en fait sur la course qu'on n'a pas on n'a pas passé toute la journée à discuter en fait. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec soi. Ouais. Est-ce que tu as passé un peu de temps avec François Daen aussi, en amont de la course? Alors, en amont, pas beaucoup. J'ai croisé 2, 3 fois. Voilà, on n'a pas fait d'entraînement commun. Euh, non, sur la course, après, au final, on n'a pas passé beaucoup de temps non plus ensemble. Mais bon, voilà, je l'ai croisé. Et puis, voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et je suis désolé que pour lui que ce soit pas bien passé, mais Oui, il a dû abandonner au 90e kilomètre. ouais. C'était quoi ton ambition, Ludo, toi, dans ta tête, dans ton esprit? Tu t'es dit que la course serait réussie. Si quoi? Est-ce que c'est voilà, c'était au regard de la startiste aussi, le fait que Zach Miller puisse pas prendre le départ? Est-ce que ça a pu influencer toi tes aspirations? Est-ce que tu avais une ambition qui était d'un tout autre ordre que un classement, un chrono qui était autour du plaisir? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'aurait fait dire que la course aurait été réussie? Quand on part sur une course, forcément, on se fixe un petit peu des objectifs. Là, au vu de la start list et de la densité qu'il y a sur la drogue, c'est pas une densité de l'UTMB. Donc, en général, je suis plutôt, voilà, je reste quelque chose que je peux normalement atteindre. Et voilà, je m'étais dit un podium et moins de 24 heures, c'est quelque chose qui serait bien. C'est vrai que au-delà d'une 5e place, enfin, j'aurais été vraiment déçu et j'aurais pas fait la course que je voulais, c'est sûr. Après, si on fait une 5e place sur UTMB, c'est quelque chose voilà, qui est déjà un objectif qui est difficilement réalisable. Voilà, sur la hard rock, c'est un petit peu différent, quoi. Est-ce que tu avais des interrogations? C'était quoi potentiellement ton appréhension la plus forte avant le départ? C'est la préparation s'était bien passée. En toute fin de prépa, j'ai eu quelques douleurs en fait sur un genou avec un tendon qui faisait un truc un peu bizarre, qui faisait des claques. On n'aime pas Et ça. puis ouais, non, on n'aime pas trop ça. Et puis une contracture à un fessier qui était un petit peu récalcitrante. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Disons que j'étais assez confiant sur la préparation. Même si à chaque fois que j'ai fait le tour en 4 jours, je me suis dit mais comment on arrivera à le faire en un jour? Mais bon, c'est un petit peu toujours pareil.
Donc c'est un petit peu ces deux poids-là qui me faisaient un petit peu moins serein. Et voilà. Et quand tout s'aligne correctement, ces petites douleurs, ces petites claques, ça me les a fait sur les deux premières descentes. Et au début, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner après 160 et au final, ça a disparu complètement dans la troisième où j'ai pu me lâcher et faire les descentes que je voulais. Et puis Tu la leur mets une claque, contracture, ces douleurs. ouais, je sais pas, je sais pas. Mais voilà, réparation comme ça, un petit peu inespérée, on va dire. Et puis contracture au fessier, je l'ai bien senti aussi sur les trois premiers. Après, je sais pas si c'est noyé dans le reste, mais voilà, après ça m'a plus perturbé non plus, quoi. Est-ce que tu avais élaboré une stratégie de course assez fine? Qu'est-ce que tu avais en tête? Non, il n'y a pas de stratégie. J'ai appelé mon coach parce que c'est un petit peu plus ouvert, un peu plus détendu en fait que sur UTMB. J'ai appelé mon coach, je crois 9 minutes avant le départ et j'ai raccroché. Il devait rester 5 minutes avant le départ. Ouais. Est-ce que sur la nutrition, Ludo, tu avais prévu des choses particulières? Alors oui, du coup en fait maintenant je suis avec NAC en fait et ce qui a changé c'est qu'on prépare vraiment, on fait un plan de nutrition pour la course avec voilà qu'est-ce qu'on soit consommer à quel moment et tous mes ravitaux étaient préparés en ce sens-là. Forcément j'avais prévu les imprévus, donc pris un petit peu de marge. Et du coup, voilà, on a un plan établi que j'avais bien pu suivre en fait en Argentine sur l'UTMB. C'était la première fois que je suivais vraiment un plan nutritionnel sur une course. Là, on en avait établi un aussi. J'ai dû le changer un petit peu en cours de route parce que il a fait assez chaud en fait en début de course. Et les boissons que j'avais en fait me faisaient trop d'apport de sucre et j'avais toujours une impression de soif. Donc j'ai dû changer un peu et passer un petit peu sur de l'eau avec un complément sur les purées ou des gels. Voilà. Donc une petite adaptation en cours de route et qu'on doit faire en fonction aussi des conditions climatiques, quoi. Là, quand tu dis chaud, c'est quel genre de température? Là il faisait 30 degrés, voilà, donc ce qui reste relativement chaud quand même. Bon, ça reste pas des températures comme la western où on peut avoir 40, 44, mais voilà, ça reste quand même assez élevé. Après la nuit a été plutôt fraîche par contre. Voilà, bon, moi j'ai mis une manchette plus un petit coup de vent, un peu frais aux mains, j'avais pas pris de gants au final, mais voilà, c'est passé pendant 3-4 heures les mains un petit peu fraîches, mais ça a été quoi. Tu viens de raccrocher avec ton entraîneur, là tu es dans le sas de départ, je sais pas si on peut dire ça avec les 146 coureurs que vous étiez, en tout cas sur la ligne de départ. Tu étais sas 1. Comment tu te sens à ce moment-là? Est-ce qu'il y a de la place pour un peu de fébrilité ou c'est de l'enthousiasme et de l'impatience tout simplement? Oui, au départ d'une course, il y a toujours un petit peu d'impatience, mais moi j'ai quand même toujours une petite peur quand même sur un petit peu de fébrilité, comme tu dis, sur la course. Enfin, voilà, c'est pas quelle que soit la préparation, on peut pas être toujours. Enfin, ça reste quand même 100 miles, 160 km, 10 000 mètres de dénivelé. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver et c'est pas quelque chose en fait qu'on peut prendre. Enfin, j'arrive pas encore à être assez détaché, on va dire, pour me dire. Ouais, tout va bien se passer, quoi. Tellement de choses qui peuvent mal tourner, même très proche de l'arrivée, hein. Voilà. Mais non, au final, ça a été une journée de rêve. Longtemps, presque toute la course, je me dis, c'est une journée de rêve. À un moment, ça va sûrement passer sur un cauchemar, mais non, ça a tenu tout le long. C'est resté dans un rêve, donc nickel, quoi. Tes sensations étaient bonnes, donc d'emblée, là, dès les premiers kilomètres, tu as senti que ça pouvait être une belle journée? Ouais, dès les premiers kilomètres, voilà, moi j'étais en tête de course, j'essayais vraiment de rester dans mon allure, voire un petit peu dedans, ce que je fais aussi sur l'UTMB, sauf que l'UTMB tu te retrouves 50e, là tu restes en tête. Je pense que si François avait été dans un bon jour, sûrement qu'il aurait pris le lead de la course. Donc ouais, les sensations étaient bonnes et c'est surtout en fait voilà, j'arrive au premier Red Station à Chapman et je vois Macrou. Je leur dis voilà, je suis bien en dedans, enfin il y a pas de problème, tout va bien quoi. Parce que je pense que et mon coach qui a l'habitude que je gère les courses un petit peu différemment, il pensait que voilà, j'étais parti trop vite quoi. Ce qu'il m'avait déjà dit sur la Western il y a 3 ans quand j'ai fait ma première quoi. Mais non, là j'étais vraiment ouais en dedans et puis je pensais que j'avais la bonne allure, quoi. Est-ce que tu as eu quand même des coups de moins bien? Tu as connu des passages un peu moins favorables? Alors non, c'est pour ça que je dis c'est un peu la course parfaite pour moi. Enfin, une course qui s'est jamais déroulée comme ça. Tout s'est toujours bien passé. À chaque fois que je voulais relancer pour courir, il n'y avait pas de problème.
Des fois, je me forçais même, alors que je sais que j'aurais pu courir en fait à marcher parce qu'on était haut en altitude. Disons qu'à chaque fois qu'on passait 3005, des portions qui étaient un peu moins raides, j'aurais pu courir. Je dis non, je gère un petit peu l'altitude et je vais pas trop monter dans les tours parce que l'altitude ça laisse quand même des traces. Donc pas trop pousser en altitude et garder un petit peu de fraîcheur pour quand tu auras besoin d'aller un peu plus vite sur des parties pistes notamment, quoi, parce qu'il y en a quand même pas mal. Tu as été très attentif là sur les écarts et notamment est-ce que le fait que François arrête au 90e a influencé aussi toi ta gestion et là ce que tu racontes peut-être à des moments de t'autoriser de lever un tout petit peu le pied, est-ce que ça a été influencé par le scénario de course et puis les écarts qui ont été quand même assez rapidement marqués? Alors totalement pas. Absolument pas du tout. J'ai regardé ma montre en fait jusqu'à Auray, donc au 70e kilomètre où j'ai récupéré mes paisseurs. Et après, j'ai complètement oublié ma montre. Et même avant ça, je leur ai dit, vous me donnez aucune information de course. Je veux pas savoir ce qui se passe autour. Je veux pas savoir les écarts. Je savais que j'étais en tête, évidemment, mais je veux pas savoir en fait. Je fais ce qu'on avait dit avec mon coach. Tu fais ta course, tu tiens pas compte des autres. Bon, mon coach il disait, tu récupéreras après, mais là c'était pas le cas parce que j'étais devant. Mais je veux rester juste dans ma course. C'est ma course, ça fait longtemps que je l'attendais. Donc vous me donnez aucune info. Et même quand Jérémy donc a fait le premier pacing, après Arthur, il me disait, tu es sûr que tu veux pas d'informations de course? J'ai dit non, je veux rien, vous me dites rien. Et voilà, je reste, j'écoute que moi et je fais ma course. Et c'est resté comme ça en fait jusqu'à Cunningham, qui est 15 km avant l'arrivée. Et là, Céline a dit, je peux te dire quelque chose? J'ai dit, allez, vas-y. Bah, elle dit, t'es un peu en avance du record, alors il faut aller le chercher maintenant. Et il y a que là, en fait. Alors je m'en doutais parce que ils avaient du mal quand même à pas lâcher des infos. Ils me disaient, tu sais que tu fais une bonne course, hein, tu sais que tu fais une bonne course. Voilà. Donc je me doutais que j'étais peut-être pas très loin des temps de passage du record. Mais voilà, c'est tout. Et par rapport à François, j'ai appris en fait au final son abandon que sur la ligne d'arrivée quand il était là, quoi. En fait. Okay. Donc je voulais vraiment me couper de cette course. Et voilà, bon, je les remercie quand même d'avoir lâché un petit peu à Cunningham et de m'avoir poussé sur la fin de course pour aller, même si ça reste juste un symbole et anecdotique, aller chercher ce record de course, quoi. C'était la première fois que tu gérais une course comme ça, là, en coupant en verrouillant les écoutilles, en fermant tout? Oui, bah après ici voilà, comme j'ai dit, il y a beaucoup moins de densité et ouais, c'est la première fois que je le gérais comme ça et je pense que si je l'avais pas géré comme ça, euh, en sachant en fait, même si je le voyais, hein, il y a des endroits où on est dans la nuit, on est à un col à 4000, on voit pas une lampe dans tout le col. Je savais que j'avais de la marge, mais en se fermant comme ça, je pense que c'est comme ça justement que j'ai pu faire un bon temps de course. Et ouais, je pense que ça a aidé quand même. À rester focus en fait, à rester concentré sur la course. Ouais. Est-ce que tu étais tellement bien que tu avais imaginé de dire à Jérémy et Arthur que tu n'avais pas besoin d'eux, que tu allais continuer tout seul? Ah non, c'est non, mais j'étais content en fait quand je les ai vus à Telluride, donc avant dernier, le dernier head station avant le pacing. Et elle est plus qu'un col et après on fait la fête, enfin on continue à s'amuser ensemble, quoi. Donc non, c'est des moments qu'on a envie de partager, quoi. Comme je dis, on n'a pas discuté beaucoup, mais voilà, juste cette présence et voilà, partager ces moments de course, c'est quelque chose qui est cool avec. C'est pour ça que je prends des pacers, enfin voilà, avec qui vraiment on a une affinité et c'est pas que pour la course, c'est aussi pour partager quand même ce moment ensemble. Et ce moment de course, ce moment de vie qu'on fait en préparation, pendant la course et après, quoi. Ludo, donc tu as bouclé cette course en 21h33 minutes et 8 secondes, soit 3 minutes et 16 secondes, je crois, de mieux que le record qui avait été établi par Kylian, avec pas mal d'avance sur Diego Passos, qui est le deuxième de la course, et Jason Schlarb, qui a fini un peu plus loin lui aussi, un peu plus de 24 heures pour les deux coureurs. C'est quoi ton sentiment qui domine? Est-ce que tu ressens la fierté, du contentement? Est-ce que malgré tout, tu es aussi très éprouvé et donc tu savoures difficilement? Comment tu vis ce moment? Alors non, pas éprouvé, voilà, à part des ampoules, enfin tout va bien et ouais, il y a quand même un petit peu de fierté d'avoir fait cette belle course. Voilà, tu parlais de 21h33 et 8 secondes. J'ai perdu quelques secondes en fait parce que j'avais pas forcément percuté vu qu'on a terminé un peu à la Zach Miller à fond pour essayer de chercher ce record. Je me suis plus affalé sur le rocher et le chrono s'arrête quand on a fait
Kiss the Rock. Donc, ils me disaient tous Kiss the Rock, Kiss the Rock. J'étais plutôt affalé. Et donc, du coup, j'ai perdu quelques secondes. J'aurais pu être en dessous des 33, mais bon. Donc, ouais, non, mais, ouais, là, tout se passe bien. Et oui, il a quand même un petit peu de fierté. Pour moi, j'ai jamais eu de record de course. Donc, voilà, un record de course, même si je le répète, c'est tellement anecdotique et symbolique un record de course et ça dépend tellement en fait des conditions de course, de la météo, de l'état en fait des sentiers. Ça veut pas dire grand chose, mais voilà, quand même une certaine fierté à avoir pu aller le chercher. Ça reste entre nous. Est-ce que tu préfères un bisou sur ce rocher ou un bisou de Céline à l'arrivée? Je ne veux pas l'incident diplomatique. Débrouille-toi avec cette question. T'as le droit de joker, évidemment. C'est différent, les sensations sont différentes. Okay. Le bisou sur le rocher est un peu plus froid quand même, donc je vais dire que j'ai quand même préféré le bisou de ma femme. Et puis je vais essayer de rester marié encore un peu. Quoi. Ouais, c'est ça, de pas être finisher là tout de suite de cette histoire. Alors Ludo, je sais pas si tu as remarqué, mais tu l'as vu passer, Kylian a publié un message pour te féliciter de ta performance. Chose qu'on comprend, mais il y a quand même une petite provocation dans son message parce qu'il dit que tu as 49 ans. Oui. T'as remarqué ou pas? Oui. C'est quand même c'est un peu scandaleux de te donner une année de plus comme ça. Là. Ouais, enfin, il me donnait combien du coup? Il a un peu d'avance, 8 jours de plus, ouais. Ouais, j'ai 49 dans 8 jours, ouais. Est-ce que c'est une course que tu la connaissais, mais le fait de l'avoir vécue dans la peau d'un coureur et avec l'engagement et l'envie de performer, qui est à la hauteur du mythe, là tu t'es imprégné, tu as passé, tu nous l'as dit, un mois là-bas. Est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu imaginais vivre avec cette fois un dossard autour de la ceinture? Ah oui, ça dépasse même ce que j'aurais pu imaginer sur la course, quoi. Et puis ce temps aussi de préparation, enfin je pense qu'ici, enfin il y a quand même vraiment de quoi faire. Et puis j'apprécie aussi de passer du temps et de pouvoir un petit peu bivouaquer, dormir en fait un petit peu n'importe où. Enfin voilà, c'est cette semi-liberté, on va dire, qui était vraiment appréciable dans toute cette préparation. Ludo, on va poursuivre nos échanges. On a un petit souci technique, donc on continue par téléphone la fin de notre entretien, si tu es d'accord. Ok, pas de problème. Ludo, s'il y avait une image à retenir, j'imagine que tu en as beaucoup en tête, mais une image de cet hard rock, laquelle te vient à l'esprit en premier, en tout cas, quand je t'en parle là. Après, j'ai été un petit peu plus seul sur la course, mais c'est ces petits moments avec François où on a fait un petit clin d'œil au Tour de France en allant jouer le maillot à pois sur les sommets. Voilà, donc c'était des petits moments sympas. Vous êtes taquiné un petit peu. Voilà, taquiner un petit peu ça c'était principalement sur le deuxième sommet et après sur le troisième sommet François revient sur moi et puis il y a un petit panneau en fait sur le col et puis il me regarde, il voit le panneau et voilà, il prend un petit peu l'intérieur du virage, il coupe un petit peu et il court vers le panneau et voilà, on a rejoué un maillot à pois et j'ai pu le toucher avant lui, donc j'en avais eu les 3 premiers sommets pour le maillot à pois. Clin d'œil parce que c'était le Tour de France en même temps, quoi. Donc, Ton sentiment, Ludo, sur la course de Courtenay, elle a amélioré son temps de l'édition précédente. Est-ce que tu es bluffé par ce qu'elle a fait ou ton ressenti sur cette nouvelle victoire pour elle? Alors, Courtenay reste Courtenay, c'est une victoire, mais c'est vrai que je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, par rapport à ce qu'elle a fait l'année dernière, après 3 semaines après la Western, de remporter quasiment dans les mêmes temps qu'elle a fait là. Là, je pensais que en arrivant fraîche, voilà, elle fasse beaucoup mieux et je m'attendais même en fait à ce que ça bataille pour une victoire scratch, quoi. Et c'est voilà. Ah, donc un petit peu déçu par rapport à ça. Et n'empêche que voilà, elle a prouvé que de toute façon quand elle était sur la course, c'était pas pour acheter du terrain, quoi. On va en profiter pour saluer la performance de Camille Bruyat qui a terminé derrière Courtenay en 29h28. Une course qui n'a pas été très simple pour elle. J'ai vu quelques images de sa fin de course et je me dis j'aurais pu aller chercher un petit peu plus loin, un peu plus profond parce qu'elle a vraiment eu... Ouais, enfin, les images que je vois de la fin de course, elle est vraiment dans le dur et elle a dû vraiment terminer au mental. Et quand je vois la vitesse de fin de course, ça a dû être un peu compliqué. Elle me l'avait dit pendant un reco qu'on a fait ensemble qu'elle était bien sur 130, voire 140, mais que fin de course c'était toujours compliqué. Et je crois que là, ça a été bien compliqué, quoi. Mais je vais la voir dans quelques heures et on pourra en parler un petit peu, quoi.
Ludo, là, ton histoire et tes objectifs de l'été s'arrêtent pas à cette hard rock, puisqu'il y a l'UTMB qui se dessine là dans un peu plus d'un mois et demi. Quand est-ce que tu vas te remettre tranquillement là sur le chemin de la prépa pour l'UTMB? Puis est-ce que c'est facile de se remobiliser en sortant d'une si jolie course? Se remobiliser, peut-être pas si facile, mais en tout cas récupérer, oui, on récupère toujours mieux en fait quand on a réussi une course, que ce soit mentalement ou physiquement, hein, c'est assez lié. Donc voilà, la préparation en fait de l'UTMB a déjà commencé, parce que la récupération fait partie aussi de la préparation. Donc pour l'instant, c'est vraiment récupérer et puis après profiter un petit peu du pays. Allez, on va aller un petit peu dans les parcs et remettre un petit peu des randos, et on attaquera peut-être, même si ça sera un peu court, plus sérieusement quand on sera de retour en France début août, quoi. Ludo, est-ce que ton résultat là sur la hard rock peut influencer tes ambitions sur l'UTMB, ou est-ce que ça change rien à tes aspirations? Ouais, tu veux dire que je vais aller chercher un record sur l'UTMB? Exactement, en dessous de 19h, on compte sur toi. Non, pas du tout. Voilà, il y a une course en fait, on va dire une course parfaite. C'était arrivé une fois, et c'est pas pour ça que ça arrivera à chaque fois. Et c'est déjà dur à expliquer pourquoi c'est arrivé là. Voilà, pour l'instant. Non, ça va pas influencer, surtout que cette année, pour moi, l'objectif, c'est aussi un petit peu symbolique, c'est de participer à cette course 20 ans après mon premier départ, donc en 2004, en espérant un résultat plus favorable qu'en 2004 où j'avais abandonné, quoi. Ludo, c'est ton anniversaire là dans 8 jours, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu as encore besoin d'un cadeau, ou là tu as eu ce qu'il faut, tu peux pas rêver mieux? Ouais, je crois que ce cadeau-là me comble largement. Ouais. Tu ne le dois qu'à toi-même. Je prends déjà celui-là. Voilà, à encore profiter un petit peu des vacances, c'est déjà aussi un beau cadeau aussi en avance. Toute cette préparation et puis les visites qu'on va faire, c'est déjà le cadeau qu'on avait prévu avant, quoi. Vous restez jusqu'à début août, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Fin juillet, on part 27, je crois. Qu'est-ce que tu fais là juste après? Ludo, tu nous as parlé du podium. C'est ça l'idée de la suite de ta journée? Ouais, là il y a un petit brunch et puis podium. En fait, c'est podium, c'est cérémonie de remise des prix où tous les concurrents en fait sont appelés, et le directeur de course dit un mot sur chaque concurrent, donc ça dit pas très longtemps. Donc on va les se poser. Et il commence par la fin, évidemment. Il va finir par toi, c'est ça? Il commence par la fin. Et donc on va aller se poser là-bas et on continue à se reposer un petit peu avec les chaises ou même un petit matelas pour suivre cette cérémonie qui est un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de vivre sur les autres courses, quoi. Ludo, je voulais te remercier à double titre. Merci pour le temps que tu m'accordes là au sortir de ta course. C'est très gentil d'avoir pu trouver du temps pour nous. J'ai eu beaucoup de messages d'auditeurs qui avaient envie d'entendre ta hard rock, donc merci infiniment de t'être rendu disponible, et puis avec ta gentillesse qu'on connaît tous, et puis merci aussi de nous avoir fait ainsi rêver. J'imagine que tu as dû quand même sentir et crouler sous les messages, mais voilà, il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour de ta course. Voilà, on se lasse pas de voir ces belles images et puis de te voir performer et puis prendre du plaisir surtout à ce niveau-là. C'est un vrai régal pour nous, donc vraiment merci beaucoup pour tout le plaisir que tu nous donnes. Je me fais le porte-parole de moi-même d'abord, et puis aussi de tous les auditeurs et tous les gens qui suivent le trail de près ici en France. Eh ben merci, c'est moi qui retourne les remerciements, parce que merci aussi à vous. Ouais, effectivement, j'ai eu pas mal de messages, j'ai pas répondu à tout, je suis pas sûr d'arriver à répondre à tout, mais merci pour tout ce soutien. Alors pas mal en fait de Quinca et de Quadra qui me remercient de cet espoir, etc. Et voilà, pas que, et voilà, c'est ce qui me fait aussi envie de continuer, d'avoir ces émotions, d'avoir ce partage avec, comme j'ai dit, la crew qu'on avait, l'épaisseur, les gens qu'on a autour de nous, et voilà, ça participe, et on va dire à la longévité, à l'envie en fait de continuer pour toutes ces choses-là et revivre ces émotions de course, mais pas que, quoi. Merci encore à tous. Merci à toi Ludo, bonne récup, et puis rendez-vous fin août du côté de Chamonix pour la suite de tes belles aventures. Ça marche, alors fin août à Chamonix. Salut Guillaume, et salut tout le monde. Salut Ludo, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute.
Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des aventures hors du commun, courez écouter dès maintenant le podcast Aventure épique, le petit cousin de Course épique.